Et il y aura une nouvelle réunification pendant la Résistance au Perreux-sur-Marne, à côté, tout près de Paris, en 1943. La CGT, les responsables de la CGT indépendante et de l'ex-CGTU communiste se rapprocheront et referont une nouvelle confédération CGT. Il y aura encore une scission en 1947, parce que justement en 1947, les dirigeants communistes deviendront majoritaires au sein de la CGT et seront créés d'abord ce qu'on appelle les groupes forces ouvrières et ce qui deviendra la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, avec Léon Jouot, qui sera premier prix Nobel de la paix syndicaliste, bien avant Lech Walesa. Ça sera le premier prix Nobel de la paix en tant que syndicaliste, dirigeant ouvrier. Et les groupes forces ouvrières seront constitués de socialistes, de gaullistes de gauche, de francs-maçons, de laïcs, donc de gens très différents qui formeront force ouvrière. Mais il est vrai, et je crois qu'aujourd'hui c'est l'histoire qui nous l'indique, il est vrai que les groupes forces ouvrières recevront de l'argent du plan Marshall, parce que dans l'Europe libérée, eh bien, avec le rideau de fer qui tombe, les pays occidentaux recevront pour la reconstruction de l'argent du plan Marshall. Et effectivement, c'est aujourd'hui un fait qui n'est pas démenti, y compris par les historiens qui connaissent bien la CGT Force Ouvrière, le syndicat Force Ouvrière aujourd'hui. Il y aura des subsides, il y aura des aides financières pour la création de Force Ouvrière. Mais Force Ouvrière sera quand même issue, il faut être clair, d'une résistance contre la mainmise du Parti communiste français et d'Union soviétique sur le mouvement syndical français. C'est-à-dire, la plupart des syndicats sont gauche proche communiste, alors? Non, ça ne veut pas dire ça, parce qu'aujourd'hui, bon, alors Force Ouvrière aujourd'hui est un syndicat très diversifié. Bon, de très nombreuses fédérations à Force Ouvrière sont plutôt dirigées par des leaders d'obédience trotskiste, donc d'extrême gauche, mais pas communiste, puisque l'extrême gauche, nous avons, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en France, nous avons des mouvements d'extrême gauche très diversifiés, avec différentes chapelles, on peut dire. Et il se trouve qu'à Force Ouvrière, il y a eu un entrisme de l'extrême gauche, à partir essentiellement de la fin des années 70, des trotskistes de la 4e internationale, qui étaient représentés par le Parti des travailleurs et Pierre Lambert, qui est décédé il y a quelques années, qui aujourd'hui est devenu le Parti ouvrier indépendant, le POI, qui a eu son candidat d'ailleurs à la dernière élection présidentielle. Donc effectivement, une grande partie des fédérations professionnelles Force Ouvrière sont aujourd'hui dirigées par des secrétaires généraux qui sont issus d'une mouvance trotskiste. Mais on ne peut pas dire que tous les militants Force Ouvrière, tous les syndiqués Force Ouvrière sont des trotskistes. Il y a encore quelques socialistes, de moins en moins, c'est une réalité, mais des gens qui votent à droite, des citoyens. Ça rassemble bien au-delà du seul parti d'extrême gauche, puisque l'extrême gauche ne rassemble pas grand monde en termes de militantisme politique, comme tu le sais. Et à la CFDT est une scission en 64 du syndicalisme chrétien. La CFDT sera très proche du Parti socialiste, des thèses autogestionnaires développées dans les années 60, et notamment en 68 et jusqu'au début des années 70. Et à côté de ça, à côté de la CGT, de Force Ouvrière et de la CFDT, qui aura comme grand leader, par exemple, Edmond Maire. Ah, Edmond Maire, oui. Puis plus tard, Nicole Notat et aujourd'hui François Chérec. À côté de la CFDT, de FO, qui a été dirigé par Marc Blondel, avec qui j'ai travaillé. Donc on pourra parler de comment fonctionnait une organisation syndicale dirigée par Marc Blondel. Tu travaillais, quel était ton poste? Alors, j'étais assistant au secteur Europe et international. Bravo, c'était bien. C'est-à-dire que c'était un poste technico-politique très intéressant, puisque j'ai été amené à faire une assemblée générale de l'ONU pendant une dizaine de jours. J'ai assisté à plusieurs conférences internationales de l'Organisation internationale du travail à Genève, et j'ai fait une multitude de déplacements, puisque j'étais en charge de la veille économique et sociale et syndicale de certains pays d'Europe de l'Est et de l'Asie, donc Hong Kong, Corée du Sud, Thaïlande, avec une étude également sur la Chine, même si évidemment ces études étaient très discrètes puisque nous n'avions pas le droit officiellement de faire des études sur la Chine populaire. Comme vous le savez, le syndicalisme en Chine n'est absolument pas libre. Donc voilà à peu près quelles étaient mes
mes fonctions et c'était des travaux très très intéressants. J'ai visité des usines, j'ai visité des lieux de vie des salariés. Donc la mondialisation, je l'ai vue en face de moi, on peut dire. Et donc dans le monde syndical, voilà à peu près l'ensemble des organisations syndicales. Il y a également, je vous le disais, la CFTC les chrétiens, l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, et la Confédération générale des cadres, la SCFE-CGC. Voilà. Excellent, excellent. Alors, vous écoutez Radio ici maintenant, nous sommes avec Rémi Offray. Restez avec nous, mes chers amis. Après une petite pause musicale, on va continuer avec... Alors, Rémi, une petite information de la part d'un de nos auditeurs concernant M. Lambert. Il est décédé quand? L'année dernière, on vient de l'apprendre. Ça s'est su il y a peu de temps, mais il est mort en 2009. Non, alors vous confondez, monsieur, excusez-moi, vous confondez avec Hardy, le dénommé Hardy, qui était le dirigeant officieux, mais bien réel, du parti Lutte ouvrière. Oui, il est parti, alors je crois qu'il a compris. Il y a une petite confusion. Oui. Il y a une petite confusion, effectivement, nous venons d'apprendre, d'ailleurs ça a été indiqué par le Canard enchaîné. Cette semaine Cette semaine ou la semaine dernière, il faut que je regarde. Simplement, ils sont tombés sur l'avis de décès du véritable nom de Hardy, qui était le nom de clandestinité. Parce que à Lutte ouvrière est un tout petit parti d'extrême gauche qui vit, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de prête-noms, enfin clandestins. Ouais. C'est un parti dont certains disent qu'il a un fonctionnement sectaire, ce qui est d'ailleurs une réalité. Bon, Arlette Laguillet est l'ancienne responsable de Lutte ouvrière, oui, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est une jeune femme, une jeune porte-parole qui l'a remplacée. Et c'est vrai que le fonctionnement du parti est très opaque, très discret, et on peut dire que c'est un parti qui vit aussi toujours avec un état d'esprit de clandestinité. Et c'est pour cela que c'était très difficile de connaître le décès de Robert Barcia, puisque Robert Barcia est le vrai nom de Hardy, qui dirigeait le petit parti Lutte ouvrière. Alors, clandestin. Alors, Pierre Lambert, lui, est décédé il y a quelques années, je ne me rappelle plus la date. Pierre Lambert, dit Pierre Boussel-Lambert, ouais, qui était candidat à plusieurs reprises aux élections présidentielles en France. Lui était un dirigeant syndicaliste à la Sécurité sociale. Je l'ai rencontré une fois. C'était, je crois, en 92 ou 84, non, 92, au moment du congrès de la Fédération Force ouvrière des cheminots, puisque j'ai été 19 ans à Force ouvrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tu n'es plus? Je n'y suis plus. Tu as changé de camp? J'ai changé d'organisation syndicale, mais j'estime que j'ai trahi personne. Ah, d'accord. C'est plutôt certains qui ont trahi leur slogan d'indépendance syndicale. Mais donc, en 92, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Lambert lors d'une réunion de la petite commission des cheminots du Parti des travailleurs, le Parti des travailleurs qui a son siège donc à Paris, là dans le 10e. C'était un homme qui avait déjà 60 ans, un peu plus de 60 ans, peut-être 65 ans. Et effectivement, c'est un homme qui intellectuellement était très brillant, théoricien d'extrême gauche, et qui nous a expliqué la mise à mal du statut de la sécurité sociale en faisant le parallèle avec le statut des cheminots de l'entreprise publique SNCF. Et il avait fait un exposé sans papier assez brillant. Donc c'était un bon théoricien d'extrême gauche. Je ne partageais qu'une partie de ses idées, puisque ensuite, quand il s'agit de mettre en forme une certaine stratégie de combat syndical, eh bien évidemment, il était plus dans tout en expliquant correctement les sujets, il était plus dans l'action protestataire, voire complice parfois avec certains ministères, que dans la véritable action réformiste pour faire changer les choses. Donc c'est pour ça que
j'ai su très rapidement, alors que j'étais très jeune, quand même prendre du recul par rapport à ce qu'il disait. Mais une bonne explication quand même du statut des personnels qui ont des conditions de travail particulières et surtout des conditions juridiques, comme les agents de la Sécu ont une convention collective particulière, comme les cheminots ont un statut particulier, comme les agents d'EDF avaient un statut particulier. Alors Rémi, tu viens de nous dire qu'encore aujourd'hui, ici maintenant, en 2010, 25 septembre 2010, 21e siècle, 10 ans après 21e siècle, il y a des syndicalistes en France clandestins? Alors, il y a, en tout cas, il y a des politiques clandestins, c'est sûr. Il y a aussi des petites organisations politiques qui utilisent le syndicat. Je parle de syndicats, des syndicats, parce que c'est vrai qu'il y a des mouvements terroristes, on peut dire clandestins. Il n'y a pas de syndicats clandestins. Voilà. Il y a des syndicalistes. Il n'y a pas de syndicalistes clandestins. Alors. Par contre, il y a des mouvements politiques, notamment à l'extrême gauche, qui font de l'entrisme dans les organisations syndicales, c'est-à-dire qui tentent de pénétrer les organisations syndicales en prenant des postes de responsabilité syndicale, pour avoir du temps syndical, pour utiliser le temps syndical, c'est-à-dire le temps donné par l'entreprise, par la convention collective, par leur statut. Très intéressant ça, oui. Pour l'utiliser pour des affaires de militantisme politique. Et il y a quand même, c'est une forme de malhonnêteté et de malversation que de faire croire aux salariés qu'on les défend alors qu'on mène une opération, une activité, une action politique. Moi je suis syndicaliste, je défends les droits de tous les salariés, notamment des chemins de fer. Mais que le salarié vote à droite ou à gauche, c'est pas mon problème. Je suis pas là pour faire du prosélytisme politique. Je suis là pour encourager le syndicat à faire plus d'adhésion. Et surtout, je suis là pour que on obtienne satisfaction des revendications qui sont émises par les salariés et par les syndicats. Mais ces individus, leur pensée, c'est quoi? Quand tu dis extrême gauche, c'est quoi? Quel genre d'extrémisme? Alors l'extrême gauche, c'est quoi? C'est la pensée développée par le trotskisme, donc par Léon Trotsky, qui est un petit peu la pensée de la révolution permanente. Léon Trotsky, donc qui a été, comme vous le savez, éliminé, enfin éjecté du pouvoir par Staline. Léon Trotsky est quand même pas un enfant de cœur, puisque c'est le créateur de l'armée rouge. Et j'avais un collègue qui avait l'habitude de dire, si Léon Trotsky avait gagné, c'est lui qui serait devenu Staline. Mais comme c'est Staline qui a gagné, c'est Staline qui est devenu le dictateur de l'Union soviétique. Alors, on a tendance parfois à présenter Léon Trotsky comme quelqu'un de fort sympathique, un révolutionnaire de gauche très sympathique, mais ça a quand même été le créateur de l'armée rouge et des premiers services secrets du NKVD, l'ancêtre du KGB, qui a été un peu à la genèse du KGB, donc qui est à la naissance, on va dire, du premier outil de répression en Union soviétique. Et donc, Léon Trotsky, comme vous le savez, a été assassiné à Mexico en 1940 par des agents, des agents des services secrets soviétiques envoyés par Staline. Mais la pensée trotskiste, c'est une pensée d'extrême gauche, basée sur ce qu'on a appelé la 4e internationale, qui est à la fois la révolution permanente, le combat à la fois contre le capitalisme, le patronat, pour une remise en cause et une collectivisation complète des moyens de production. Ça a pour base quand même la pensée marxiste, et avec des stratégies qui sont qui peuvent être violentes, enfin en parole. Il se trouve qu'aujourd'hui, les mouvements trotskistes français n'ont strictement renoncé à la violence depuis bien longtemps. Mais le moyen d'existence essentiel pour ces petits partis, pour Lutte ouvrière, pour le Parti ouvrier indépendant, c'est de posséder des places dans les syndicats, parce que lorsque vous êtes syndicaliste, vous arrivez à négocier un droit syndical qui vous permet d'avoir du temps, qui vous permet d'avoir un petit peu d'argent, un petit peu de moyens de fonctionner, des photocopieurs, pour faire des tirages, pour faire des choses, pour avoir des téléphones, etc. Donc c'est pour ça que ces militants utilisent le syndicalisme pour faire fonctionner le parti politique. C'est-à-dire, tu dis, c'est beau notre chat, n'est-ce pas? Il est très beau le chat, mais je ne voudrais pas qu'il boive dans mon verre. Il est en train de renifler mon fromage. Il renifle mon fromage. Tu vois? Ah oui, ça, tu m'as de côté, puisqu'on va le manger ensemble. Déjà. Alors, Rémi, c'est-à-dire, tout ce que tu viens de dire d'abord, on peut dire, c'est une sorte
c'est des espions qui entrent dans les... C'est-à-dire, ils ne sont pas fidèles au principe des syndicats, mais ils entrent dedans. Ils utilisent. C'est pas de l'espionnage parce non. que un syndicat, ça fonctionne démocratiquement et transparent. Vous réunissez les syndiqués, tout le monde est là, il n'y a rien de caché. Les syndicats en France fonctionnent correctement. La démocratie, quand vous êtes syndiqué, bon, il y a 10% de syndiqués en France, mais il se trouve que quand on compare avec la situation d'autres pays européens, les syndicats, comme il n'y a pas d'obligation d'être syndicat en France, obtiennent beaucoup plus de résultats, dans certains cas, que d'autres syndicats dans d'autres pays étrangers. Mais ces politiques, ces militants politiques d'extrême gauche utilisent tout simplement les moyens du syndicat. Mais ce n'est pas vraiment de l'espionnage, c'est l'utilisation très basique, très concret des moyens matériels du syndicat pour faire autre chose que le syndicat. Mais cela concerne, qu'on soit bien d'accord, je rassure nos auditrices et nos auditeurs, cela concerne que quelques dizaines, quelques centaines de personnes sur des milliers et des milliers de syndicalistes qui font leur travail honnêtement, qui défendent honnêtement les salariés de quelque métier qu'ils soient. De toute façon, ces gens-là aussi, les trotskistes ne sont pas des gens malhonnêtes, ils sont un peu extrémistes, voilà. Voilà. C'est-à-dire, ici, extrémistes, c'est-à-dire défendre plus les travailleurs. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire ça. Moi, j'estime que... Parce que tu as une expérience de 20 ans chez Force ouvrière. Par exemple, est-ce que jamais vous avez découvert des espions comme ça, des trotskistes? Enfin, on voit Trotsky partout, dans le Parti Socialiste, à droite, à gauche. Oui, mais non, mais à Force ouvrière, c'est plus simple parce qu'ils se découvrent, enfin, dans les hautes... dans les fédérations, on sait assez rapidement celui qui est trotskiste et ce qui ne l'est pas. Mais c'est honorable d'être trotskiste comme c'est honorable d'être communiste ou gaulliste, peu importe. Ce qui n'est pas honorable, ce qui est un déshonneur, c'est d'utiliser des moyens pour le syndicat qui sert à tous les salariés de l'utiliser pour son parti politique. Ça, c'est un déshonneur. Mais qu'on soit trotskiste, communiste, gaulliste, UMP, vert... ou je ne sais pas quoi, ou du nouveau centre, ça, c'est pas très important. C'est plutôt quand on capte des moyens du syndicat qui sont faits pour la défense des salariés, c'est ça qui est condamnable. Mais qu'on ait n'importe quelle opinion politique, ça ne me gêne pas. Bon, moi, je mettrai une limite. Je suis un républicain, je suis laïque, donc je considère que mon ennemi, notamment en France, c'est l'extrême droite, qui, elle, n'a pas accepté le fait républicain, qui fait semblant d'accepter les institutions, mais qui de toute manière est essentiellement antiparlementariste, qui est une extrême droite qui s'assume comme telle, c'est-à-dire qui est xénophobe, on est toujours les Français d'abord, les étrangers dehors, etc. Tout ce genre de verbiage qui nous ramène dans les années 30. Donc une grande partie de cette extrême droite qui est une extrême droite antidémocratique, surtout anti-républicaine, alors que les communistes, les mouvements d'extrême gauche ont parfaitement accepté, et les communistes se sont battus et ont participé au Conseil national de la résistance, ont été parmi ceux qui ont créé, avec les radicaux, avec les gaullistes, la sécurité sociale moderne en 1945. Donc il y a quand même un consensus autour de la République, un consensus qui n'est pas partagé par l'extrême droite, qui pense encore au roi de France, qui pense encore à dire, y compris dans certaines écoles privées sous contrat ou non avec l'éducation nationale, qui pense encore à dire dans les cours d'histoire que De Gaulle était un salaud, c'était un traître, et que le maréchal Pétain était en train de redresser la France à travers sa révolution nationale. Donc moi je fais vraiment le parallèle en tant que républicain, je m'oppose foncièrement à l'extrême droite parce que je trouve que c'est d'elle que vient le danger, mais le danger vient aussi de ceux qui sont perméables et qui utilisent les slogans et les mots de l'extrême droite pour faire de l'électoralisme. J'en parlerai pas encore tout à fait parce que c'est exactement les déclarations actuelles assez récentes de notre président de la République et de certains ministres de la République, des déclarations qui nous font très mal au cœur